Histoire de CM. Tous les 15 jours, AgoraPulse, en partenariat avec J'ai un pote dans la com, part à la rencontre des meilleurs community managers de France. Je suis Ambroise et aujourd'hui je reçois Baptiste Binet, community manager de l'équipe. Salut Baptiste. Salut Ambroise. Tu es passé par de nombreux médias, j'en citais quelques-uns, Rue 89, Eurosport, Le Parisien, 20 minutes entre autres. Et maintenant, tu es donc au sein de l'équipe. En quoi consiste ton travail de community manager au quotidien ? Alors, on a plusieurs missions en tant que community manager à l'équipe. La première, c'est de faire un peu grandir la marque, même si elle est déjà assez grande. On a évidemment le paquebot l'équipe sur beaucoup de réseaux sociaux. On a aussi la chaîne l'équipe, qui est une chaîne gratuite sur la TNT et qui marche très bien aussi, qui marche aussi très bien sur le web. On a le Ballon d'Or aussi à s'occuper, qui est très important. Notre rôle est d'informer le mieux possible nos lecteurs, mais aussi de leur donner envie de venir prendre du contenu, de venir s'abonner sur notre site internet et notre appli mobile. Donc voilà, au quotidien, c'est du 7 jours sur 7, c'est du 365 jours dans l'année sur des horaires de 9h à minuit. Et voilà. Ça doit être même compliqué au sein de l'équipe. On parlera certainement d'organisation, mais en termes d'horaire, avec les décalages horaires, avec les résultats qui, eux, n'attendent pas, c'est une pression permanente. C'est du flux tendu. Je pense que contrairement à d'autres community managers, nous, alors c'est pas une critique, mais nous, on fait pas de lundi, vendredi avec beaucoup de programmation. On est ultra dépendant de l'actualité, à part sur une Coupe du Monde, à part sur un anniversaire ou autre. On sait pas de quoi la journée sera faite, donc comment on va bosser. On essaie d'anticiper parfois l'actualité, mais c'est un peu compliqué. Et après, effectivement, on bosse donc de 9h à minuit, tous les jours de l'année. Pendant les JO de Tokyo, l'année dernière, on bossait en 24 heures sur 24 parce que les épreuves étaient la nuit. Vous, quand vous savez dans quelle ville ça va se passer, les JO, vous faites tout de suite le calcul du décalage horaire et vous dites « Oh non, c'est pas possible ». Exactement. Là, pendant les JO, pendant les 2 derniers JO, c'était un peu compliqué niveau sommeil. Mais en plus, on tombe sur un public qui potentiellement ne va pas nous suivre. Donc, on va énormément produire pour des gens qui seront à 3h du matin en plein mois d'août, pas réveillés pour voir ce qu'on fait. Mais oui, en fait, on travaille et le plus gros de notre travail est évidemment le soir et les week-ends avec toute l'actualité sportive. Quand on arrive sur les réseaux sociaux, évidemment, on va avoir certainement des différences entre ceux qui sont abonnés à l'équipe, et ceux qui vont acheter leur journal, le lire, et puis ceux qui sont les abonnés, mais cette fois-ci du compte Twitter, du compte Facebook, du compte Instagram. Quelle différence tu vois justement entre les deux ? Je suppose que c'est pas la même typologie de public. Ce qui est fou, c'est que nous, on bosse pour un groupe global. On a le journal papier qui touche une catégorie de population. On a la chaîne qui en touche une autre. On a le Ballon d'Or qui en touche une autre. On a le site internet où c'est plus quelque chose pour les entre guillemets les mobinautes, notamment sur l'application. Donc en fait, on touche quasiment tout le monde. Mais les personnes qui viennent, soit pour toutes les entités comme ça, mais qui viennent des réseaux sociaux, généralement c'est le même profil, donc c'est un peu plus compliqué. On a des articles qui marchent très bien en version papier, qu'on aura plus du mal à partager sur les réseaux sociaux, et inversement des articles très réseaux sociaux qui n'auraient pas du tout leur place dans le papier. Donc c'est à nous d'en faire un bon mix. On vous informe, on vous donne parfois des papiers gratuits à lire sur vraiment du droit à l'information, mais aussi venez voir, on vient de faire ce portrait sur ce super jeune de 18 ans, venez voir, et la personne va cliquer en disant je veux le lire, et va se rendre compte qu'elle n'est pas abonnée, donc peut-être inciter comme ça des gens à venir vouloir s'abonner. Une des métriques, je pense qu'on en reparlera plus tard, une des métriques qu'on regarde, c'est le pourcentage de gens qui viennent des réseaux sociaux sur des papiers abonnés. Une personne qui va sur l'appli ou le site de l'équipe, parfois va pas avoir envie de cliquer parce qu'elle se rend compte que c'est des papiers abonnés, elle ne l'est pas. Là, le fait de ne pas savoir au début et de se dire ce sujet m'intéresse, et ça lui donne envie de parfois s'abonner.
Et en permanence, il y a de nouvelles plateformes, de nouvelles tendances. Comment vous faites, vous, pour vous positionner? Parce que il y a aussi la peur de se fatiguer ou de pas avoir assez d'énergie pour maintenir tous les profils ouverts, qui est une vraie utilité pour chacun. Quels sont les processus de validation, de définition de voilà, on va aller sur tel et tel type de réseaux sociaux? Je sais pas si tout le monde est bien au courant, mais pour les médias, on pourrait croire que Twitter est le réseau social numéro 1. C'est en termes de visite depuis des réseaux sociaux, on est sur du 90 à 92% des personnes qui viennent des réseaux sociaux proviennent de Facebook. Donc en gros, un community manager pourrait dire là c'est du sport, il faut faire vraiment all-in sur Twitter, mais en fait on touche soit des ultra passionnés, soit déjà des journalistes ou des communicants. Entre guillemets, les vrais gens, même si c'est en déclin, les vrais gens restent sur Facebook, continuent de lire, de consommer de l'information sur Facebook, même si les infos sont moins bien mises en avant. Mais nous, on reste très attachés à Facebook dans le rôle pur de les gens, le call to action de les gens viennent d'un réseau social à notre site internet. C'était aussi le cas un peu avec Instagram avant que le call to action change. Avant, il fallait swiper vers le haut. Maintenant, c'est le fait de juste rajouter un lien et on se rend compte que ça nous pèse un peu. On a beaucoup moins de visites pour des gens qui venaient voir de l'actualité. Donc Twitter reste important parce que c'est une énorme image de marque et on touche un certain public. On a quand même 6 millions d'abonnés, mais on se rend compte que c'est pas l'essentiel. Et ensuite, Instagram pour toucher un public plus jeune. Snapchat, on s'est lancé en octobre 2015, si je dis pas de bêtises. Octobre 2016, pardon, pour toucher pareil un public plus jeune. TikTok, on l'a vu monter depuis quelques mois, années. On se dit qu'est-ce qu'on peut faire tout en sachant que Instagram, Snapchat et TikTok sont très axés autour de la vidéo et dans le sport ce qui est compliqué c'est que les vidéos les droits d'image sont très très importants et donc sur des contenus comme des buts, des très belles actions, on va très vite se retrouver pénalisé parce que on n'a pas les droits. Donc comment faire de très bons chiffres sans voler d'images et sans faire ce qu'on ne peut pas faire. C'est un peu compliqué, mais du coup on essaye quand même de se lancer. On croit très fort en YouTube aussi, qu'on considère évidemment comme un réseau social. Et on fait aussi la chasse aux personnes qui mettent nos documentaires Explore gratuitement. Donc c'est un petit jeu du chat et la souris qui est pas très agréable. Et LinkedIn aussi, qu'on partage avec la communication, que j'avoue ne pas maîtriser à 100 000%. Alors ça va nous intéresser du coup de parler de l'organisation au sein de l'équipe. C'est vrai que quand on pense community management, on pense tout de suite à contenu et le métier même d'un média, c'est de produire du contenu. Donc il y a une mise en abîme d'une double équipe où un poste devient un contenu à part entière et en même temps, faut pas qu'il fasse de l'ombre. Il est fait pour mettre en valeur le contenu produit par la rédac. Comment ça se passe du coup en interne? Quel processus collaboratif vous avez mis en place pour gérer l'ensemble de ces publications? Alors nous au sein du pôle social media de l'équipe, on est 6. On s'est un peu divisé en 3. Donc avec un collègue, on est très proche de la rédaction. Enfin très très proche. On essaye de se rapprocher au plus possible, de participer à des réunions pour parfois, on a une réunion le vendredi à 14h30 et on entend, c'est une réunion hebdo sur dans 4 jours, on aura telle personne en interview, dans 6 jours, on a telle personne. Et nous, ça doit nous mettre un warning en disant, OK, si on a telle personne, est-ce qu'on pourrait pas faire un contenu vidéo avec lui? Enfin, de se dire, OK, ce sujet-là, titré de cette manière-là, je pense qu'il va marcher sur les réseaux sociaux. Donc ça, on peut l'anticiper et dire, très bien, ça, ce contenu-là, aucun souci, va marcher. Ensuite, on a 2 autres personnes qui sont plus autour des deals avec la régie, de comment on peut monétiser les réseaux sociaux et la puissance des réseaux sociaux de l'équipe. Et on a 2 personnes qui sont axées autour de la vidéo. Le but est de justement avoir les relations les plus fluides possibles avec la rédaction pour que quand il y a une interview exclusive qui arrive dans les 10 minutes qui était vraiment pas prévue, on ait quelqu'un qui nous prévienne en disant dans 10 minutes on envoie ça, plutôt que d'avoir un push sur notre portable en disant on a ça sur notre propre site sans être au courant. Au niveau des médias, c'est souvent un article, un lien, je poste le lien sur Facebook, je change le titre et l'image et c'est fini. Nous, on prend le contre-pied de dire le poste le lien, est-ce qu'il marche vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Et sur un article, je sais pas, je vais prendre un exemple, un article qui s'appellerait Zlatan parle de sa blessure au genou.
dans l'interview, il y a forcément une phrase plus choc. On va reprendre cette phrase-là. Comment dire, la douleur était vraiment insupportable. On va en faire un post image avec Zlatan Ibrahimovic raconte sa blessure. Si quelqu'un qui est connecté sur les réseaux sociaux lit Zlatan Ibrahimovic raconte sa blessure, en plus qui est un plutôt bon client, on se dit j'ai pas trop envie de cliquer sur le même contenu. Le fait d'avoir la phrase la plus forte de l'interview va donner aux gens envie d'aller lire l'interview. C'est une recherche de l'émotion en fait, de faire réagir. Ouais, soit c'est par l'émotion, soit c'est par ça peut être donc des citations, ça peut être des chiffres, ça peut être des classements, ça peut être presque quelque chose de plus ludique. Ça peut être presque des petits jeux autour de ça, sans non plus être dans le clickbait, mais voilà, on essaye de se dire quel est l'élément le plus important de l'article. Ce qui est quelque chose de impossible pour le web ou pour le journal. Nous, on peut se permettre des choses que la rédac pourrait pas du tout se permettre. Les community managers sont friands de chiffres parce que ça les entoure en permanence. Dès qu'on fait un post, on voit des chiffres apparaître. Quelles sont vos métriques favorites chez l'équipe pour mesurer vos performances sur les réseaux sociaux? En fait, on est tellement dépendant de l'actu que parfois on se frustre un peu sur on a fait que ça ou c'est génial, on a fait cette semaine-là. Et parfois, on se dit, là, on fait cette semaine-là parce qu'il y a cette actu-là qui est triste ou il y a ça qui est arrivé, qui aurait pas dû arriver. Donc, ça nous met un peu, on n'est pas, ultra friand et on n'est pas ultra jugé sur, vous avez, aïe, cette semaine, vous êtes un peu moins bien, faudrait peut-être, faire un peu plus, faudrait faire peut-être publier plus. On est tellement dépendant de l'actu qu'on se retrouve comme ça, ce qui n'empêche pas qu'on regarde. Le plus important pour nous est de savoir est-ce que les gens continuent de venir sur le site L'équipe depuis sur le site et l'appli depuis les réseaux sociaux. On regarde évidemment l'engagement et on regarde aussi les gens qui sont venus voir des articles payants, abonnés sur notre site internet. Parce que on doit pas leur donner que du gratuit. Il faut bien que la rédaction engrange et de plus en plus d'abonnés. Et si ça peut être grâce à nous, c'est tant mieux. Ouais, là on parle de retour sur investissement clairement, et on sait bien que le business model des médias, il est fragile de base. Donc quand on crée une équipe avec plusieurs personnes, plusieurs salariés, forcément il y a une idée derrière la tête de se dire, il faudra bien mesurer quel impact elle a cette équipe. Est-ce qu'elle fonctionne bien? Est-ce qu'elle nous donne des résultats qui sont probants? Comment vous faites pour calculer ce retour sur investissement? Comment vous convertissez des chiffres qui sont un taux d'engagement, des portées, des tailles de communauté versus notre activité qui est de vendre du journal, de vendre des abonnements? Ça, on arrive plus à le faire sur des événements très particuliers. Je prends l'exemple du Ballon d'Or, qui est en France assez connu, mais qui a une référence dans le monde entier. Et du coup, on a énormément de pression à cette période-là, et on peut comparer sur, ok, là-dessus on s'est loupé, là sur ces métriques-là on est bon. Là, on peut vraiment faire un bilan chiffré de ça a été, ça a pas été. Là, on n'a pas touché à cette personne. Là, on a plutôt bien réussi. Il y a eu les 50 ans de Zinedine Zidane en juin. Là, c'est le seul moment où il n'y avait pas d'actualité et on a vraiment pu bosser sur, ok, on a une interview de 18 pages, ce qui est quelque chose qui s'est quasiment jamais fait depuis des années. On a de la vidéo, on a un podcast dédié. Donc c'est à nous de réussir à anticiper. Et je pense qu'il y a quelques années, un community manager, il aurait été prévenu la veille au soir. Au fait, on a une interview de Zidane de 18 pages à demain. Et là, c'est vraiment... je me suis retrouvé dans une conférence avec le directeur de rédaction qui m'a dit « On fait quoi pour les réseaux sociaux ?» Et je pense qu'il y a des années, ça aurait été, on aurait été à côté du radiateur. Et au fait, on a ça. Mettez-le sur Facebook. Un peu dédaignant, mettez-le sur Facebook. Vu qu'on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, on voit les sujets qui marchent et qui marchent pas. Et donc, on peut. Mon rôle, c'est aussi d'aller voir les journalistes avec toute la diplomatie nécessaire, en disant quand même, ça fait 3 fois qu'on voit des actualités sur ce joueur-là. Ça fait 3 fois qu'on voit que ce sujet-là intéresse plus que d'autres. C'est dans les deux sens, quoi. C'est dans les deux sens. C'est à nous de dire, nous en tant que réseaux sociaux, on vous ordonne pas de faire parce qu'on n'est pas au même niveau et on n'est pas, mais on vous conseille de. Faut aussi savoir se renouveler, et là tu l'as quand même bien expliqué que c'est un rythme harassant, que ce soit par les horaires, que ce soit par le fait d'être tenu en permanence par les actualités. Comment tu arrives à nourrir ta curiosité? Est-ce que tu regardes un peu chez le voisin? Est-ce que tu regardes peut-être même d'autres marques qui sont même pas dans le secteur du média? Comment tu fais pour essayer d'amener toujours un vent nouveau et pas se laisser ronronner? On est plus copié que copieur.
parce que on est très suivi et on essaye d'innover de temps en temps. Mais ce qui est marrant, c'est que on fait pas que de l'actu brut. Je prends l'exemple de la plateforme Explore où c'est que du contenu pour les abonnés. Dans ce cas-là, on doit innover et on doit pas juste dire, regardez, on a fait ce documentaire génial de 30 minutes, venez le voir, et la personne clique, dit, ah bah non, ça m'intéresse pas. Là, c'est plus comment on fait des teasers, comment on s'organise nous pour dire, bah, est-ce qu'on ferait pas une vidéo avec le réalisateur du documentaire? Et en fait, ça, c'est plus du côté de Netflix ou des choses comme ça qu'on pourrait aller s'inspirer plutôt que sur que sur du média classique. Allez Baptiste, on est sur la dernière question qui est une question rituelle dans ce podcast. On fait un peu de prospective. On s'imagine à dans 10 ans, qu'est-ce que le CM? Quel est ton rôle de community manager selon toi dans 10 ans? Il y a 10 ans, j'aurais été incapable de dire que je rêvais de bosser à l'équipe. J'aurais été incapable de dire que je m'occuperais de réseaux sociaux à l'équipe. Puisque tu as une formation de journaliste. J'ai une formation de journaliste et donc j'espère que dans 10 ans, je ferai un métier, peut-être encore concernant le numérique, qui n'existe pas aujourd'hui, mais qui sera tout aussi emballant que ce que peut m'apporter les réseaux sociaux au quotidien. Merci Baptiste pour cet échange, c'était riche. On a pu faire cette plongée dans le monde du sport, dans le monde des médias. Je pense que chacun pourra y retrouver son compte. On se dit à très vite et puis on continue à suivre tout ce qui se passe, notamment je pense pour toi, là c'est focus déjà peut-être JO 2024, ça arrive quand même assez rapidement. Beaucoup d'actualités, JO 2024 effectivement, où c'est le premier événement, on va pouvoir vraiment partir de zéro et on sait qu'on aura énormément d'audience à ce moment-là, mais on va pouvoir anticiper plein de choses et là où vraiment notre quotidien est vraiment au jour le jour, là c'est très enrichissant de savoir qu'on pourra vraiment préparer du temps long. Et il n'y aura pas de décalage horaire. Et il n'y aura pas de décalage horaire et ça c'est génial. Super, bon allez on se dit à très bientôt, on continue à suivre tout ce que peut faire l'équipe. Salut Baptiste. Salut. Suivez l'écoute d'Histoire de CM, le podcast d'Agora Pulse, en partenariat avec J'ai un pote dans la com, et découvrez la voix des meilleurs community managers de France. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, à en parler autour de vous et à nous le faire savoir sur Facebook, Instagram, Twitter, Discord et vos applis de podcast préférés. À bientôt pour un nouvel épisode d'Histoire de CM.